Bonjour et bienvenue sur Algomus. Nous avons déjà vu pas mal d'algorithmes de tri différents, de façons de voir le problème différents, et aujourd'hui, nous allons voir encore un algorithme de tri. Ouais, on a l'impression que vraiment l'esprit humain et son imagination n'ont pas eu de limite sur ce problème-là. Des algorithmes de tri, il en existe énormément. Et là, aujourd'hui, nous allons voir quelque chose qui, en termes de complexité, va se rapprocher du tri fusion ou du quicksort, c'est-à-dire c'est un tri qui n'est pas vraiment basé sur le diviser pour régner, mais on sent quand même que l'idée de diviser le problème en sous-problèmes reste un petit peu derrière. Qu'est-ce qu'on peut se dire sur ce tri? En fait, la personne qui a dû inventer ce tri s'est dit, tiens, si je pouvais faire un pré-tri, quelque chose qui n'est pas forcément trié, mais quelque chose qui va m'aider ensuite, une structure qui va m'aider à trier plus facilement un tableau, comment est-ce que je pourrais mettre ça en place? C'est exactement quand on essaie de ranger par exemple une pièce avec énormément de choses à l'intérieur. Vous pouvez faire un tas au milieu pour pouvoir commencer à prendre les éléments du tas et à commencer à les ranger à leur endroit prévu. Tiens, mais j'ai fait un tas au milieu de ma pièce. Est-ce que ça serait pas ça ma solution? Utiliser un tas. Ok, d'accord, mais comme on est en informatique, quand on veut utiliser quelque chose, il faut pouvoir le définir. Alors qu'est-ce qu'un tas? Eh bien, dans le cas de notre problème, le tas a été défini comme un élément racine, en fait, le sommet du tas, qui va contenir des éléments fils, à chaque fois 2, et on va essayer de maintenir une certaine cohérence dans le tas, c'est-à-dire que l'élément racine, celui qui est au-dessus du tas, est toujours l'élément le plus élevé. Celui qui a le poids le plus élevé, celui qui a la masse la plus élevée, celui qui a le nombre le plus élevé, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien tout simplement parce que si jamais on arrive à construire un tas dont l'élément racine est le plus élevé, eh bien il suffit à chaque fois d'extraire l'élément racine, de refaire un tas avec ce qui reste, de reprendre l'élément racine, et à chaque fois on va pouvoir trier notre tableau en partant des grands éléments jusqu'à ce qu'on arrive à des éléments plus petits. On va voir ça rapidement avec un fichier Excel qui va un petit peu nous éclairer sur le fonctionnement du tas. Donc j'ai mis des couleurs pour que ce soit un petit peu plus compréhensible. Donc au départ, j'ai un tableau qui contient des valeurs entières. 11, 39, 9, 2, 8, 87, 92, 63 et ainsi de suite. J'ai mis le rang de ces différentes valeurs. Donc 11 est au rang 0, 39 est au rang 1, 9 est au rang 2 et ainsi de suite. La problématique toujours en informatique, c'est que voilà, on a défini un tas, on a défini que c'était une valeur racine qui avait elle-même des fils, les fils avaient eux-mêmes des fils, et ainsi de suite. Donc un espèce d'arbre, en fait. Mais c'est toujours difficile de représenter un arbre en termes d'informatique. Il faut un petit peu adapter les structures et les outils que nous avons à notre disposition pour créer un arbre. Ici, on va garder d'abord le principe du tas. Donc je vous l'avais dit, c'est la racine qui a des fils, les fils ont eux-mêmes des fils, et ainsi de suite, et ça va construire un arbre. Essayons dans un premier temps de remplir en fait notre arbre. Eh bien, au rang, là j'ai remis les rangs directement à côté des cases, 1, 2, 3, 4, 5, et on va commencer à ranger dans le tableau nos valeurs. Donc au rang 0 j'ai 11 au départ, ensuite j'ai 39, puis j'ai 9, 2, 8, 87, 92, 63, bon, les couleurs aident bien, 74, 6, 5, 69, 63, 33 et 46. Ok, donc j'ai rangé mes valeurs dans un tas. Le seul souci ici, c'est que vous voyez que le tas ne respecte pas la règle que je me suis fixée. C'est-à-dire que chaque élément n'est pas plus grand que ses deux fils. Et donc là, il va falloir construire une fonction qui va nous permettre de fabriquer un tas à partir de notre structure. Donc cette fonction va évaluer chacune des racines, c'est-à-dire chacun des nœuds qui a des fils, et va en fait mettre à la racine la valeur la plus élevée entre les fils et la racine existante. Donc là par exemple, je vais prendre le nœud 6, qui contient 92, je vois que ses fils sont 33 et 46, donc là il n'y a rien à faire, 92 est bien plus grand que 33 et 46. 87 est bien plus grand que 69 et 63, donc je n'ai rien à faire. Là j'ai 8, j'ai plutôt de la chance dans mon exemple. Là j'ai 8 qui est supérieur à 6 et à 5, donc j'ai rien à faire. Et là j'ai 2. Donc 2 par contre est inférieur à 63 et à 74. Mais des trois nombres, c'est 74 qui est le plus grand.
Donc, je commence par permuter 74 et 2. Et je permute également là-haut pour qu'on voit le tableau qui commence à se trier. J'ai permuté 74 et 2. Donc la case jaune et la case bleu foncé. Ok, maintenant tout ça, ça se tient. Je continue avec ma racine 2. Donc là, j'ai 9, mais 9 est plus petit que 87 et 92. Donc j'inverse 92 et 9, ici. Donc là, j'ai 92 et là, j'ai 9. Je les ai inversés. Sauf que maintenant, le 9 que j'ai mis ici, lui, en fait, vous voyez qu'il est plus petit que les deux fils. Donc là encore, je vais devoir reprendre le fils le plus grand, c'est-à-dire 46, et échanger 46 et 9. Donc là, on aura 46, et là, on aura 9. Donc, je me suis occupé de mon 2, je vais occuper de ma case 1, donc là j'ai 39. 39 est bien plus grand que 8, mais est plus petit que 74, donc on échange 74 et 39. Donc là j'ai 74 et là j'ai 39. J'ai basculé 39 ici, et 39, on s'aperçoit que 39 est bien plus grand que 2, mais 39 est plus petit que 63, donc on échange 63 et 39. 63 et 39. Voilà, il ne me reste plus qu'à faire la racine, dans laquelle j'ai 11. Donc 11 est plus petit que 74 et 92, donc je l'échange avec la valeur la plus grande, c'est-à-dire 92. Et 11. Donc j'ai 92 ici. Et 11. Ensuite, je m'occupe du 11 que je viens de mettre à cet endroit-là. Et en fait, je me rends compte que 11 est inférieur à 87 et à 46. Donc c'est 87 le plus grand. J'échange 87 et 11. Donc là, j'ai 87. Et là, j'ai 11. Et ensuite, ce 11 que j'ai décalé ici, je m'aperçois que 11 est plus petit que 69 et 63. Donc j'échange avec le plus grand, qui est 69. Et 11. Donc 5 devient 69. Et 11 devient 11. Voilà. Et maintenant, j'ai terminé mon premier passage. Et maintenant, j'ai transformé mon tableau en tas. On s'aperçoit en fait que chacune des racines a deux fils. Et chacun des deux fils ont des valeurs qui sont inférieures à la valeur de la racine. Donc mon tas, maintenant, est correctement constitué par rapport à ce que je m'étais fixé. Et donc vous voyez qu'on a fait remonter à la surface les valeurs les plus hautes. Donc on a maintenant au rang 0 la valeur 92, qui est bien entendu la valeur qui est la valeur la plus haute. Et donc à partir de ce moment-là, il me suffit maintenant de prendre cette valeur 92 dans mon tableau, ici, de la mettre entièrement à droite dans mon tableau, puisque de toute façon, je peux me le permettre, puisque je sais que c'est la plus grande valeur. Donc je vais échanger 9 et 92. Donc je vais mettre ici 9, ici 92. Je vais marquer comme quoi, ici, ça fait partie du tableau trié, et ça ne fait plus partie du tas, pour éviter que le 92 soit remonté à nouveau à la racine. Donc là, j'ai mis 9, 92, j'ai échangé ces deux valeurs, et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ce lien. Voilà. Donc le tas, maintenant, a une valeur de moins, et le 92 correspond à la plus haute valeur du tableau trié. Donc j'ai mis mon 9 qui est maintenant en place. On voit que 9 est inférieur à 74 et 87. Donc 87 étant le plus grand, j'échange 9 et 87. 7, 9. Je m'aperçois ici que 9 est plus petit que 69 et 46. C'est 69 le plus grand. Et vous voyez que petit à petit, en fait, on va avoir une remontée. On va avoir une remontée des chiffres les plus grands vers le sommet. Ici 9 est plus petit que 11 et 63. C'est 63 le plus grand. Donc on échange 63 et 9.
et 9. Ok. Voilà. Donc on s'arrête quand on a de nouveau un arbre. Donc là, on a de nouveau un arbre, on voit qu'à chaque étape, la racine est plus grande que ses deux fils. Et donc, là, maintenant, il suffit de reprendre 87, de l'échanger avec la dernière valeur du tas, c'est-à-dire 33, donc je mets 33 ici, 87 ici. Je marque mon délimiteur pour dire que à partir de maintenant, mon tableau trié est ici, et je coupe le lien qui est ici, pour ne plus considérer mes deux valeurs 33 et 87, 33 et 87 et 92 faisant partie du tableau trié, ils ne font plus partie du tas, pour éviter justement qu'ils remontent. Et ainsi de suite, et donc je vais continuer, mon 33, je vais le faire redescendre dans l'arbre, et ainsi de suite, remonter une valeur, et vous allez voir que petit à petit, mon tableau va se trier. Donc on s'est rendu compte en fait qu'un tas peut se représenter également sous forme de tableau, ou sous forme, suivant le langage que vous utilisez, sous forme de vecteur, sous forme de liste, et ainsi de suite. On n'est pas obligé de... On peut retrouver cette structure de tas assez facilement. Alors comment on peut retrouver cette structure de tas? Eh bien c'est très simple. À partir d'un élément racine, en fait, on voit qu'on peut, avec une formule mathématique, retrouver sur l'indice de ses fils. Vous voyez, la valeur 0 a comme fils l'indice 1 et l'indice 2. L'indice 1, la case d'indice 1, a comme fils 3 et 4. L'indice 2 a comme valeur 5 et 6. Je pourrais continuer, mais on s'aperçoit en fait que quand on connaît l'indice du père, on peut retrouver l'indice du fils de gauche en faisant 2 fois l'indice du père plus 1, et le fils de droite 2 fois l'indice du père plus 2. Ok? C'est-à-dire que 0 fois 2, ça fait 0, plus 1, ça fait 1, on a bien le 1. 0 fois 2, ça fait 0, plus 2, ça fait 2, on l'a bien ici. Pour la racine de rang 1, eh bien, 2 fois pair, ça fait 2 fois 1, ça fait 2, plus 1, ça fait 3. 2 fois pair, ça fait 2, plus 2, ça fait 4. Et on continue ainsi de suite. 2 fois 2, ça fait 4, plus 1, ça fait 5, c'est bien ce qu'on a là. 2 fois 2, ça fait 4, plus 2, ça fait 6, c'est bien ce qu'on a là. Donc, connaissant l'indice du père, on peut retrouver facilement l'indice du fils de gauche et l'indice du fils de droite, et on peut utiliser un tableau tout simple pour représenter un tas, ce qui est quand même vraiment quelque chose d'assez pratique. Quand on voit, en fait, ce qu'on a fait, c'est que notre tas est plus ou moins trié, c'est-à-dire que les grands éléments arrivent majoritairement vers le haut, mais on se rend compte que là, par exemple, on a 74, 63, 8. Là, on a 3 chiffres très petits, alors que là, on a 63, 39, 2, 63, 39 surtout, qui sont des chiffres beaucoup plus grands. Donc en fait, il y a une espèce d'ordre, mais ce n'est pas un ordre absolu. Tous les éléments ne sont pas triés les uns par rapport aux autres. Cependant, à force de reconstituer des tas, vous voyez, avec là le 33 qui va redescendre, vous allez vous rendre compte en fait que les grandes valeurs, petit à petit, vont migrer vers le haut. Et c'est exactement ce qu'on cherche à faire. C'est un petit peu, on pourrait reprendre un petit peu le principe du tri à bulles, c'est-à-dire qu'en tamisant notre tas, les éléments les plus lourds vont se retrouver vers le haut, à chaque étape. Et donc, vous voyez également que quand on est dans un élément racine et qu'on fait un échange, on n'échange qu'avec un seul des deux fils. Et à partir du moment où on a échangé avec un seul des deux fils, on va rééchanger par la suite, si jamais il y a lieu de faire un échange, avec encore une fois un des deux fils. Donc on retrouve cette notion de, à chaque étape, on divise le problème par deux, qu'on avait un petit peu dans les stratégies divisées pour régner. Si on regarde un petit peu graphiquement comment cela se déroule, on va lancer une représentation graphique. Donc on voit notre première étape, on va constituer le tas. Donc ça va donner un élément pas forcément trié, mais on va voir quand même que des éléments élevés viennent vers la gauche. Donc là on a fini notre tas, et systématiquement on va prendre le premier élément, et on va le mettre, l'assembler pour notre tableau trié. On voit que notre tableau trié commence par la droite. À chaque fois on évite de reprendre les éléments qui sont déjà triés, on coupe le lien, enfin on essaie de faire en sorte qu'ils ne soient plus pris en compte dans le tas, puisque comme c'est les plus grands éléments, ils remonteraient forcément à la surface. Et on continue en fait systématiquement
à prendre l'élément le plus grand, celui qui est la racine d'origine du tas. On le prend, on le met dans le tableau déjà trié, et on reprend la valeur, on reprend une autre valeur dans le tableau, et on tamise à nouveau le tas pour qu'il récupère ses propriétés. C'est-à-dire que chaque valeur de racine est supérieure à chacune des valeurs de ses fils. Et donc on s'aperçoit également que plus l'algorithme avance, plus le tas est plus petit, et moins il aura de profondeur. Et donc, plus ça ira vite. Donc c'est un algorithme qui accélère sur la fin. Et donc, on continue de cumuler les différents éléments, on prend toujours le plus grand, et à la fin, on arrive sur un tableau trié, exactement comme on l'a vu avec les autres algorithmes de tri. Intéressons-nous maintenant un peu à la programmation d'un tel algorithme en Python. Encore une fois, j'ai écrit, cette fois-ci sous Atom, j'ai pris une liste qui, à la base, n'est pas triée. Donc elle contient les mêmes éléments que nous avons vus, 11, 39, 9, 2, 8, 87, et ainsi de suite. J'affiche une fois ma liste pour montrer qu'elle n'est bien pas triée, puis je lance un tri par tas, ipsort en anglais, puis je réaffiche ma liste pour montrer qu'elle est bien triée. Alors que va faire la fonction ipsort? Eh bien la fonction ipsort va déjà prendre, va déjà récupérer la longueur de la liste. Ensuite, elle va faire une première étape, je vous l'ai dit, c'est-à-dire la première étape, on avait mis toutes les valeurs dans notre tas, et on avait tamisé le tas. C'est-à-dire qu'on a voulu faire que le tas soit en accord avec les propriétés qu'on avait demandées. C'est-à-dire que la valeur de chaque racine est supérieure à la valeur de ses fils. C'est ce qu'on avait fait dans un premier temps, et on avait évalué chacune des racines, en commençant par la dernière jusqu'à la première. Et bien, c'est ce que va faire cette fonction. Elle va parcourir en fait tous les éléments entre la longueur du tableau divisé par 2, moins 1. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien on fait ça parce qu'on a à évaluer que les racines. On n'évalue pas les feuilles. En fait, il n'y a rien à évaluer dans les feuilles, puisque les feuilles n'ont pas de fils. Donc on ne peut pas évaluer une feuille par rapport à ses fils. Pour pouvoir évaluer une valeur par rapport à ses fils, il faut obligatoirement qu'à cet indice, on ait 2 ou au moins un fils. Eh bien, en fait, on se rend compte dans un arbre que, pour un arbre, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Là, j'ai 15 nœuds, et sur ces 15 nœuds, j'ai 8 feuilles. Donc, non, j'ai 7, oui, j'ai 8 feuilles, et j'ai 7 racines. Et donc, ça veut dire, en fait, que, comme je n'ai pas à évaluer les feuilles, en fait, j'évalue uniquement la moitié, moins 1, puisque je ne veux avoir que les racines. Si vous voulez, là, j'ai les indices, je veux évaluer de 0 à 6, alors que mon tableau va de 0 à 14. Donc 14 divisé par 2, ça fait 7. Moins 1, ça fait 6. J'arrive bien à l'indice de ma dernière racine, de mon dernier nœud. Et donc, c'est ce qui est fait ici, dans mon programme Python. Je prends n divisé par 2 moins 1, ce qui me donne en fait le nombre de nœuds, c'est-à-dire le nombre de nœuds en fait qui ont des fils. Je m'arrête lorsque j'atteins la valeur moins 1, c'est-à-dire que je vais jusqu'à l'indice 0, et mon pas dans le range est de moins 1, c'est-à-dire que je pars de l'indice 6 et je le décroît. Le premier tour, je ferai 6, ensuite je ferai 5, 4, 3, 2, 1, 0, et je m'arrêterai puisque 0 est la dernière valeur qui est supérieure à moins 1. Donc pour cela, on va utiliser la fonction RestorHeapProperties. Donc en français, c'est une fonction qui va récupérer la propriété du tas, qui va en fait définir que le tas est bien une structure de données dont chacun des valeurs de la racine est bien supérieur aux valeurs de ses deux fils. Donc cette première partie en fait va juste faire le tas à partir de notre tableau. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons parcourir chaque élément de notre tableau, et en commençant par la fin, donc c'est ce qu'on a fait ici, et chaque élément du tableau, dans un premier temps, je serai sur le dernier élément du tableau, et bien je vais l'inverser avec
la première valeur de la valeur racine de mon tas, donc ce qui est à l'indice 0 dans mon tas. Puisque à partir du moment où j'ai un tas, je sais parfaitement que la valeur qui est tout en haut, celle qui est à l'indice 0, sera la valeur la plus grande. Donc ce sera la plus grande valeur de mon tableau. Donc je vais systématiquement échanger la première valeur de mon tas avec la dernière de mon tableau. Puis je vais progresser vers l'avant en disant maintenant je veux faire celle-là. Donc j'aurai à refaire un tas à partir de mes premières valeurs. Je vais refaire un tas, donc c'est-à-dire que je vais rétablir les propriétés du tas. Et puis je vais de nouveau échanger cette valeur avec la valeur 0, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le tableau soit entièrement trié. Donc c'est ce que nous faisons ici. Pour chaque élément, on échange la valeur qu'on est en train de traiter avec la valeur 0 du tableau, sous-entendu avec la valeur racine de notre tas, qui en fait contient la valeur la plus élevée. Et puis qu'est-ce qu'on fait derrière? Eh bien, il suffit de restaurer la configuration du tas, c'est-à-dire de reprendre ce qui reste et d'en refaire un tas. Donc, vous voyez que l'algorithme du tri par tas, en fait, s'écrit très très vite. Là, il est écrit en 5-6 lignes. Et en fait, il se base vraiment sur la structure du tas. Donc, c'est vraiment la fonction qui va restaurer les caractéristiques du tas qui va être intéressante pour nous. Et que va faire cette fonction? Eh bien, elle prend déjà 3 paramètres. Elle prend en premier paramètre la liste qui contient toutes les valeurs. Elle va prendre comme paramètre n, qui est le dernier indice du tas. On l'avait vu ici, on avait déjà 2 indices qui étaient triés, et ces 2 éléments, il ne faut plus qu'ils se retrouvent dans le tas, puisque comme c'est déjà les plus grands éléments, si jamais ils venaient à se retrouver dans le tas, eh bien, ils seraient remontés automatiquement à la racine, et on aurait continuellement les mêmes valeurs. Donc il faut petit à petit exclure ces valeurs-là, et dire en fait que le tas s'arrête là. S'arrête ici. Là, on a la fin du tas, et là, on a le début de notre tri. Donc, il faut pouvoir spécifier qu'à chaque étape, en fait, le tas se réduit d'une valeur. Et c'est ce que nous faisons avec le deuxième paramètre n. Nous lui disons, en fait, que cette valeur est réduite. Et c'est d'ailleurs, vous voyez, quand on traite dans la fonction sort, ipsort, quand on restaure le tas, systématiquement, on lui passe en deuxième valeur la variable i, et la variable i, c'est le compteur qui décroît de tour en tour, pour justement indiquer que le tas diminue de 1 à chaque tour. Ensuite, le troisième argument, c'est la racine qui est à évaluer. Quand nous avions utilisé la mise en tas au départ, nous avons utilisé pour cette variable i, qui était en fait la variable de parcours des différents indices de tous les nœuds qui contenaient au moins un fils. Et là, cette fois-ci, lorsque nous décroissons, nous sommes sur cette boucle, nous utilisons la valeur 0. Pourquoi? Parce que nous l'avons vu, à partir du moment où nous avons fixé 87, nous l'avons échangé avec la valeur 33 qui était là avant elle. Et en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est que 33 se retrouve en haut du tas, et c'est en fait cette valeur 33 qui a en fait désordonné le tas. Et c'est sur la racine 0 qu'il va falloir travailler. On a juste bousculé le 33, cependant on n'a pas changé le reste du tas. Donc il n'y a que la racine 33 qui va devoir être réévaluée. Voilà pourquoi on a 0. Ça indique en fait quelle est la racine à évaluer. Ici on indiquera la racine 0, puisque c'est la nouvelle racine qu'on vient de mettre en place. Donc continuons un petit peu l'exploration de cette fonction qui restaure les conditions du tas. Donc on a la valeur maximum pour l'instant qu'on fixe à l'indice i, donc là on parle en termes d'indice. Donc on dit par exemple dans notre cas que la valeur d'indice minimum pour l'instant c'est 0, c'est celle qui contient 33. C'est notre racine à évaluer, c'est celle qu'on va évaluer par rapport à ses fils. Ensuite on cherche quel est le fils de gauche et quel est le fils de droite, toujours en termes d'indice. Donc là, on cherche left et right, gauche et droite, et on utilise, vous voyez, les formules qu'on avait définies ici, pour accéder à un fils. Pour accéder au fils gauche à partir de l'indice du père, eh bien, on multiplie le père par 2, on ajoute 1. Pour atteindre le fils droit, on multiplie le père par 2 et on ajoute 2.
c'est ce qu'on avait calculé ici, qu'on retrouve là. Qu'est-ce qu'on essaie de faire maintenant? Comme je vous l'ai dit, dans le cas du 33 par exemple, on essaye de voir ces deux fils, et on va échanger 33 avec la plus grande valeur parmi les trois existantes. Si 33 est déjà la plus grande valeur, tant mieux, il n'y a rien à faire. Si par contre 33 est plus petit qu'un de ses fils, on regarde lequel de ses fils est le plus grand, et on va les échanger. Ici on a 74 et 69, donc on va échanger 33 et 74. Voilà, c'est exactement ce qui est fait ici, donc je vais maintenir la cohérence là-haut. C'est exactement ce qui est fait ici. Si le fils gauche est inférieur à n, ça veut dire le fils gauche est toujours considéré comme faisant partie du tas. C'est ce qu'on a vu. On pourrait, par exemple, là on avait vu qu'on avait coupé le lien, 46 aurait pu encore considérer 92 et 87 comme fils, mais là ce qu'on avait voulu faire c'est couper le lien. Et couper le lien, comment ça s'est représenté en termes de programmation? Eh bien on vérifie juste que l'indice du fils de gauche est toujours inférieur à la limite du tas. Ensuite, on vérifie si la longueur de ma racine à évaluer, si la valeur de ma racine à évaluer est inférieure à la valeur du fils gauche, alors l'indice qui contient la valeur maximale, c'est gauche. Et on refait la même chose avec le droite, c'est-à-dire qu'on vérifie que le fils droit est bien aussi dans les limites du tas, donc que l'indice donné par droite est bien inférieur à n, la limite du tas, et si l'élément de droite a une valeur supérieure à l'élément max. J'aimerais attirer votre attention à ce niveau-là, comme l'élément max_val a déjà été changé ici si jamais l'élément de gauche était plus grand. Donc ce qu'on peut tester ici, c'est soit l'élément initial si l'élément de gauche était plus petit, soit on teste l'élément de gauche si l'élément de gauche était le plus grand. Donc à la fin des deux conditions, on a bien l'élément le plus grand parmi les trois valeurs, entre la valeur du père et la valeur de ses deux fils. Et donc si la valeur qui se trouve à droite est plus grande que le maximum des valeurs qu'on a jusqu'à maintenant, sous-entendu le maximum entre le père et le fils gauche, et bien alors la maximum des valeurs devient le fils droit. Et donc, si jamais l'indice de valeur maximale n'est pas l'indice de racine, ce qui est arrivé dans le cas de notre 33, on s'est rendu compte que 74, un des fils, était plus grand, donc 33, la valeur de la racine, n'était pas la plus grande, et bien alors on échange la valeur de la racine avec la valeur du fils qui a la valeur la plus élevée. Et ensuite, on continue de restaurer les caractéristiques de notre tas sur l'élément qu'on vient de changer. Typiquement, là, on vient de changer le 33, du coup, on continue d'évaluer la racine où on vient de changer 33. On voit que 33 a deux fils, 63 et 8, donc 8 est bien plus petit, par contre 63 est plus grand. Donc, 33 prend la place de 63. Et on continue, ainsi de suite, de manière récursive. On a 33 qui a comme fils 39 et 2. Donc 33 est plus petit que 39, donc il faut échanger 33 et 39. Et à partir de ce moment-là, on a de nouveau un tas, donc avec 74, sa plus grande valeur qui est tout en haut, et puis chacun des fils est plus petit que la valeur de sa racine. On a de nouveau un tas. Et on avait expliqué avant que c'est pas forcément un... On sent aussi la notion un petit peu de diviser pour régner dans cet algorithme, puisque vous voyez qu'à partir du moment où vous modifiez la valeur de la racine et d'un des fils, en fait vous ne travaillez plus que dans la moitié de l'arbre. L'autre moitié, vous aviez déjà un tas, donc vous n'avez plus à vous en soucier. Là où vous avez modifié quelque chose, par contre, vous allez continuer, et à chaque étape, vous allez diviser le problème par deux. Donc on a toujours cette notion de, à chaque étape, on divise le problème par deux. Donc on a parfaitement expliqué comment fonctionne le tri par tas, on a expliqué comment fonctionne la fonction qui rétablit à chaque fois les caractéristiques du tas. Il nous reste à voir si tout cela fonctionne. Donc pour ça, je me propose de lancer directement
notre programme. Voilà, donc on a notre tableau qui contient 11, 39, 9, 2, 8, 87, 92 et ainsi de suite. Et on s'aperçoit qu'à la fin du tri par tas, notre tableau est entièrement trié. Le tableau est trié exactement comme le graphique nous l'a montré avant. Donc voilà encore un exemple de tri. Encore un exemple de façon dont on peut voir le tri. Là, on commence carrément à avoir une sacrée bibliothèque de tri différents, avec aussi des cas d'optimisation différents, entre le tri par insertion, le tri par sélection qui parcourt vraiment le tableau à plusieurs reprises. Et sur les derniers exemples, on a vraiment vu des stratégies beaucoup plus intéressantes qui vont nous faire gagner du temps. C'est-à-dire que vous ne parcourez plus systématiquement l'intégralité du tableau, mais vous essayez en fait de vous dire j'ai déjà une partie qui est plus ou moins en place, et je vais en fait m'occuper que de la moitié. Le tri par tas part vraiment de cette remarque. Donc là, on a vraiment le tas qui est fait au départ, qui va peut-être prendre un petit peu de temps. C'est un peu une phase préparatoire, c'est que vous montez votre tas et vous mettez toute la structure du tas en place. Et à partir du moment où vous avez ça, la structure de tas, qui est une structure pseudo-ordonnée, c'est-à-dire qui suit un certain ordre, mais qui est pas... Tous les éléments ne sont pas vraiment ordonnés, ne sont pas à leur place par rapport aux éléments qui les succèdent ou qui les précèdent. Eh bien, en fait, vous allez voir que, on a vu d'ailleurs que à chaque fois qu'on cherche un élément, qu'on le sort, qu'on le met dans le tableau, eh bien, en fait, refaire le tas, en fait, sera quelque chose qui prendra de moins en moins de temps. Puisqu'avec le temps, déjà, le tas va se réduire, donc il aura de moins en moins de profondeur. Donc plus on va avancer dans l'algorithme, plus il sera facile de refaire un tas qui respecte les consignes du tas. Et donc, on a aussi cette idée à chaque fois qu'on veut remplacer une racine par la valeur d'un de ses fils, en fait, on ne s'occupe que de la moitié de l'arbre, puis que de la moitié de l'arbre, et ainsi de suite. Et on n'est plus obligé de parcourir le tableau en entier, comme on le faisait pour des tris de sélection ou des tris par insertion. Donc là, on a quand même pas mal de stratégies déjà pour trier un tableau, et vous allez voir qu'il en reste encore quelques-unes qui se basent un petit peu sur des choses un peu plus spécifiques. Par exemple, quand on commence à faire l'impasse sur certaines choses, si on veut par exemple on sait qu'on veut trier des entiers positifs, vous allez voir qu'on a quelque chose qui pourrait être encore un petit peu plus rapide, mais qui restreint en fait les cas d'utilisation et aussi un petit peu qui n'est pas optimisé en termes de mémoire utilisée. C'est ce que nous verrons dans les prochaines vidéos, et jusque-là, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.